merci d'être si nombreux tard ce soir dans cette salle. Ensemble, nous allons parler, si vous le voulez, de l'image des femmes donnée par la presse féminine. Est-ce que cette image des femmes donnée par la presse féminine correspond à une réalité? C'est le thème de ce soir. Alors pour en parler, ferai-je l'affront de les présenter? Vous aurez reconnu Christine Orban, écrivain. Son dernier roman publié chez Albin Michel, 2 fois par semaine. Le pays de l'absence, ça commence. Noël Châtelet, écrivain universitaire. Au pays des Vermeils, un livre publié aux éditions Point Poche. D'autres livres qu'on peut également rappeler de Noël et qui ont trait, comme souvent, au corps. Le corps sur mesure aux éditions du Seuil, mais aussi, et là on parle plus du vieillissement, La Dame en bleu ou La femme coquelicot, le thème du corps, de l'image, de la reconstruction de l'image, de la vieillesse, de la métamorphose du corps. Ce sont les thèmes chers à Noël Châtelet. Catherine Schwab est rédactrice en chef à Paris Match. Son dernier ouvrage, Fashion Mode d'emploi, c'est aux éditions Flammarion. Alors, ensemble, et Jean-François Ferrillon, qui est l'auteur du film que vous venez de voir, et qui nous permet donc évidemment d'être réunis ce soir ensemble pour parler justement de ce thème. Alors, ce thème, c'est une question. Alors, à chacune, je vais vous la poser. C'est vrai que la grammaire, cette grammaire de Vaugelas, est effectivement écrite par un homme, construite par un homme, ne nous permet pas effectivement d'employer le féminin. Allez, pour une fois, soyons fous, soyons folles. Christine, je commence avec vous. Est-ce que l'image des femmes donnée par la presse féminine correspond, selon vous, à une réalité ou pas? Jusqu'à 16-17 ans, oui. Une réalité. Après, les choses varient. Alors, moi, je suis là ce soir, pas pour le pays de l'absence, mais pour un livre que j'ai écrit. Je crois que c'est pour ça que vous m'avez invité, qui s'appelait Fringues, et qui était sur l'apparence, sur le vêtement comme onguent, sur le vêtement comme pansement, sur le vêtement comme aide à la personnalité, enfin, toute une chose le plus profonde possible sur l'apparence, qui n'est pas un sujet futile pour moi. Donc, je pense que le rêve est une nécessité, et que si les femmes sont peut-être plus jeunes, qu'en général, ces femmes qui portent ces bijoux souvent, ces fourrures et ces tailleurs, bien c'est sûrement pour aider au rêve, et c'est pas mal, des jolies images et le rêve, mais il y a la vie dans les magazines et la vie dans la réalité. Les magazines ne sont pas devenus une réalité. Mais c'est pas grave, c'est important le rêve aussi dans la vie. Moi j'ai besoin des deux, j'ai un pied dans la réalité, un pied dans le rêve, qui est un monde qu'on réinvente. Et alors pourquoi pas réinventer grâce à des magazines qui nous font rêver. Noël. Rêve et cauchemar. Parfois. C'est-à-dire qu'effectivement, on rêve et puis on revient au réel. Tu as raison de séparer les deux choses. Bien sûr qu'on a besoin du rêve, mais jusqu'à une certaine mesure, c'est-à-dire en évitant de prendre la réalité pour un rêve. C'est-à-dire de savoir qu'on est dans le rêve. Et malheureusement, il se trouve que la société du paraître, on va peut-être la définir d'ailleurs ensemble ce soir, fait tout pour que il y ait confusion entre le rêve et la réalité, parce que ça l'arrange, parce que grâce à cette confusion, elle va vendre de la beauté et de la jeunesse. Voilà. Donc on est dans une société du paraître qui est une société de marchandises. La beauté et la jeunesse, le rêve autour de l'apparence est une marchandise comme une autre, et c'est ça qu'il faut se dire, même si on en a besoin, mais on en a besoin apparemment pour faire vivre beaucoup de monde qui se fout complètement de notre rêve en réalité.
Alors, je citais tout à l'heure votre livre, Catherine Schwab, Fashion, mode d'emploi. La réponse à cette question? Moi je viens de Paris Match, donc à Paris Match pendant très longtemps on ne retouchait pas les photos. Le chic de Paris Match et sa force c'était justement de montrer les gens tels qu'ils sont, chez eux, pas de styliste, pas de maquilleur, pas de coiffeur, rien. C'est à peine si la lumière était à peu près suffisante pour enlever les cernes. Donc c'est vous dire qu'on a eu beaucoup de difficultés pour ces dernières années nous réimposer parce qu'il a fallu photoshopper les photos et envisager aussi des budgets maquillage, coiffure, stylisme et tout, comme les féminins, parce que Paris Match est un journal mixte, acheté un tout petit peu majoritairement par les femmes, mais pas beaucoup plus, 54%, et il a fallu effectivement embellir un peu la réalité. Je suis partagée parce que moi j'ai l'impression que le public est éduqué. Les gens savent maintenant quand c'est photoshopé. Elles ne sont pas forcément dupes du rêve de papier glacé des magazines. Et à Match, on a tendance à freiner sur le photoshopping, c'est-à-dire tout gommer avec 3 trous comme ça, mais ce sont les photographes, les agences et les stars, puisqu'on photographie des stars essentiellement à Match, qui nous l'imposent, sinon on n'a pas le sujet. Et comme on est à Match supposé être les premiers à avoir le sujet exclusif, eh bien, assez souvent on s'incline pour une Adjani, pour des femmes qui n'ont plus justement 16-17 ans, eh ben, on est obligé de se plier à cette pseudo-réalité, je dirais. Alors, Jean-François, dans les femmes que vous avez rencontrées, est-ce que vous avez senti, vous, une inquiétude par rapport à l'image? Est-ce que vous l'avez perçue clairement, cette inquiétude face à l'image qu'elles peuvent avoir d'elles-mêmes d'abord, et puis l'image qu'elles peuvent donner à l'autre? Vous parlez des mannequins? Bien sûr. Non. Non, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, à un certain âge, c'est pas... L'inquiétude est ailleurs. C'est-à-dire que s'il y a une inquiétude, il faut l'interroger, il faut la travailler. Mais apparemment, immédiatement, il y a une adéquation entre ce que j'apparais et mon identité. Je suis ce que je donne à voir. Et après, effectivement, alors que l'inquiétude existe dans les cours de récréation, savoir si je suis un peu plus grosse qu'une autre ou un peu plus... Mais ça, c'est un discours qui va s'étendre aux hommes, aux enfants. Hein. C'est pas uniquement image de femme, c'est image globalement. C'est-à-dire, il n'y a pas de femme dans ce film, il n'y a que des images de femmes. Et donc, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de... C'est pour ça que le montage est fait de cette sorte. C'est-à-dire, c'est un déversoir, c'est une provocation volontaire, c'est-à-dire, c'est une agression, c'est une obscénité de l'image. Mais en même temps, ce que disait Christine, c'est vrai qu'il y a un charme. Il y a un charme à feuilleter ces magazines et oui, on est à la lisière du rêve et d'une réalité inquiétante. Et c'est charmant. Moi-même, je feuillette comme nous toutes. Je feuillette un magazine. Mais c'est une façon de regarder le réel. C'est-à-dire, je ne donne pas une définition. Voilà, c'est comme ça, c'est un film ouvert. C'est pas un film fermé. Donc, c'est une lecture. Et on a tous été dans des rapports de séduction. Enfin, j'espère, ou je crois, oui, évidemment. Donc, je ne dis pas, c'est comme une expérience amoureuse. Je peux la décrypter et ne pas dire, ah non, je ne veux pas de ça. Au contraire. Très bien. Bon, alors, le charme... Et puis, je voudrais là faire une parenthèse. J'adore la mode, mais je ne suis pas modeux, mais voilà, c'est intéressant. Je me retourne, je regarde, évidemment. Mais ce n'est pas une critique de la mode. C'est simplement quel regard je peux porter sur cette mode, sur cette apparence, sur l'image de soi, qu'est-ce que veut dire la séduction et quel est le sens. Donc c'est une lecture, mais pas une lecture unique. Oui, non, alors là, je vous reprends quand même, parce que vous avez quelques philosophes ou sociologues qui vous disent à quel point les enfants, les gamines préadolescentes sont déjà inquiètes de leur image. Donc, c'est pas aussi anodin et inoffensif. Quand on a des enfants, on voit très bien comment les petites filles d'abord, mais les petits garçons très vite aussi, commencent à être... Enfin, je sais pas si la salle est d'accord avec moi, mais à quel point ces messages sont
assez aliénant parce que il s'impose. J'allais y venir, mais j'ai Ah. non. Alors, justement, Noël Châtelet, dans le film qu'on voit à plusieurs reprises, moi, il y a deux phrases que j'ai retenues de vous, Noël. C'est « L'omniprésence du corps est insupportable ». À un moment donné, vous le dites très très vite dans le film. Et ensuite, et c'est là que je rejoins exactement ce que vous disiez l'un et l'autre, on parle plus des filles que des femmes. Et c'est vrai que, là encore, Christine disait, bien sûr, le rêve, mais c'est possible quand on a 16-17 ans. Mais c'est ça, le danger là aussi, c'est que ce film, l'image de ces femmes, c'est des images de filles. C'est-à-dire ce sont des jeunes filles, on ne s'y retrouve pas, on ne se reconnaît pas. Je vais bien sûr vous donner la parole. Je la laisse un tout petit peu s'exprimer, ensuite on va parler tous ensemble. Ces filles et ces femmes, moi j'en ai rencontré beaucoup pendant cette enquête que j'avais faite dans les milieux de la chirurgie esthétique il y a de ça 20 ans. C'est ça qui a donné ce livre qui s'appelle Corps sur mesure. J'ai assisté à des consultations à l'hôpital, dans le privé, etc. J'ai assisté aux opérations aussi que je décris dans le livre avec beaucoup de précision, pour pas qu'on pense qu'aller se faire un lifting, c'est comme aller se faire une couleur, hein, ou aller chez le coiffeur. C'est pas la même chose. Non. Et j'ai vu arriver dans des consultations souvent des filles et des mères et des filles ensemble, complètement complices, j'allais dire, dans le même désir, et dans un effet de miroir entre l'une et l'autre très, très étrange en plus, et des femmes et des filles, ou des filles toutes seules, ou des femmes toutes seules, qui venaient avec entre les mains un journal féminin, une couverture, en disant au chirurgien, je veux ça. Comme on dit, je veux du Nespresso, je sais pas quoi. Je veux un sandwich au jambon, je veux ça. Voilà, je veux ça. Et alors, les chirurgiens, et en particulier celui avec lequel j'ai beaucoup sympathisé pendant toute cette enquête, dont j'ai suivi les opérations, disaient, on est en état on s'en sort plus. On s'en sort plus. Nous, on va dire à cette petite qui arrive avec sa mère, qui trouve qu'elle a un trop gros nez, qu'on va lui dire, vous avez un nez tout à fait normal. Elle lui dit, oui, mais alors peut-être mon mollet, là, non, très pas. Non, vos mollets sont tout à fait normaux. Voilà, presque un cas de dysmorphophobie, c'est-à-dire que la gosse, elle ne se voyait plus telle qu'elle était. Hein. Elle se voyait à travers l'image dépréciative qu'elle avait d'elle-même. Hein. Une image d'angoisse, en réalité. Bon. Et le chirurgien disait, moi, je ne vais évidemment pas toucher à ces corps-là. Hein. Mais d'autres chirurgiens, beaucoup moins déontologiques, je ne sais pas comment on dit, moins moraux, évidemment le feront. Voilà. Donc, quand même, là, on voit bien la fusion entre le rêve et la réalité. Tu disais tout à l'heure, Catherine, que ça commençait à l'adolescence, ça commence bien avant. Oui. Moi, il se trouve que je m'intéresse beaucoup à mes petites filles. J'ai même écrit effectivement un livre là-dessus, et il y a pas plus tard qu'hier, on était hier mercredi, non ? Ma petite fille a commencé à me parler de la beauté, c'est-à-dire qu'on était, elle a 3 ans et demi, on était dans l'autobus, et il y avait des femmes qui passaient, Mano, est-ce que tu la trouves belle, celle-là ? Et je dis, mais c'est quoi pour toi, belle ? Et elle ne savait pas expliquer. Eh ben non, tu vois, celle-là, je la trouve pas belle, mais celle-là, tu la trouves belle ? Et moi, tu me trouves belle, Mano ? Et tu l'aimes la robe que j'ai ? Est-ce que tu me trouves belle avec ? Et puis, est-ce que tu veux bien jouer le prince, puis moi je ferai la princesse ? Et puis tu me réveilles, et puis tu m'emmènes dans ton carrosse, etc. Donc, déjà, à 3 ans et demi, prise, j'allais dire dans le vertige commercialisé, d'un rêve qui est quasi imposé par la culture, pour le coup, qui n'est pas son rêve à elle. Je crois que toutes les petites filles ont un peu joué à la princesse, etc. Mais là, elles n'ont pas le choix. Vous allez dans les magasins de jouets, pour Noël, c'était pour les filles le rose, les princesses, les cantines, les machins, enfin, tout ce qui s'associe à la séduction féminine. Voilà. Donc, malgré tout, je veux dire, ça commence beaucoup plus jeune encore qu'à l'adolescence. Je me dis, là, j'ai eu un moment d'inquiétude en la regardant, cette petite fille. J'ai dit, merde, quand est-ce que je vais lui dire ? Non pas, il n'y a pas que la beauté qui compte, c'est vraiment... c'est ce que ma mère me disait, mais quand même, j'en suis plus là. Je ne suis pas une rabat-joie, hein. Moi aussi, je suis attentive à ce que je porte, à ce que je fais avec mon corps, etc. Je n'aurais pas non plus apparaître comme la rabat-joie du service ce soir. Hein. Mais quand même, dire à ma petite fille,
Tu sais, il y a d'autres choses aussi importantes sur lesquelles j'ai envie qu'on parle et qu'on réfléchisse. C'est important la princesse, que tu veux jouer à la princesse, à ta robe qui est belle et pas belle dans la rue, mais j'avais envie. D'un coup, je me suis dit, ça y est, elle commence déjà à m'échapper. Elle a 3 ans et demi. C'est dingue. Alors oui, vous disiez que les fringues, c'était pas quelque chose de futile pour vous, que c'était quelque chose d'important. Donc, essayez d'aller un tout petit peu plus loin dans cette affirmation. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelait Fringues et qui raconte l'histoire de Darling, qui est une femme qui souffre plutôt et qui finalement va se soigner avec le vêtement, qui a une garde-robe qui ressemble plutôt à une pharmacie. Il y a des vêtements pansements. Des vêtements pansements, il y a des vêtements même comme supplément d'identité, si on a une identité un peu effacée, comme des vêtements pour se sentir mieux, des vêtements selon son humeur, des vêtements pour séduire, des vêtements pour combattre les jours de cafard. Je sais que j'ai quelques pages sur la couleur noire, pourquoi le noir sur le rouge, enfin, vraiment l'utilité du vêtement. Et j'ai essayé justement, parce qu'on dit un petit peu trop vite que les femmes sont futiles quand, je sais pas, elles se mettent des talons, du rouge à lèvres, et j'ai essayé de faire de la littérature, entre guillemets, avec la futilité. Et je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais j'ai essayé de montrer qu'on pouvait dire des choses profondes, pas trop bêtes, et sur le vêtement, et aussi l'importance du vêtement dans notre société pour les femmes, pour les hommes, pour séduire, pour nous aider, pour nous soigner, pour nous donner confiance en nous. Donc le vêtement pour aider, voilà. Alors, je vais vous donner la parole à Noël. Est-ce que vous avez déjà, vous, utilisé un vêtement pour vous soigner? Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Écoutez, si j'ai écrit ce livre, c'est que forcément, j'ai trouvé dans le vêtement très souvent un réconfort, oui. J'ai eu quelques drames dans ma vie et parfois, le vêtement est comme une politesse quand on veut faire croire qu'on va bien alors qu'on va pas bien. Parfois, si vous mettez une robe rose, personne ne peut imaginer que vous êtes fracassé à l'intérieur. Et en même temps, c'est très dangereux parce qu'il peut y avoir des malentendus et on peut être victime aussi de ces malentendus. Mais je trouve qu'il y a une politesse, comme on dit, en tout cas être bien et à pas trop montrer ses états d'âme. Mais enfin, c'est toujours dangereux d'être celle que l'on n'est pas forcément, parce que, comme Noël disait tout à l'heure, il y a parfois aussi, avec l'apparence, avec la beauté, ça c'est peut-être l'envers de la médaille de ces journaux qui en effet montrent que des femmes idéales et extrêmement jeunes et trop belles, et après on veut s'approcher de cette réalité qui évidemment, un rêve ou un rêve de toute jeunesse et qui n'existe pas après, ou en tout cas pas avec cette perfection-là. Et forcément, il y a un écart qui pousse soit à des excès de chirurgie esthétique, tant que c'est les fringues, c'est pas très grave. Hein. Moi, je trouve qu'il vaut mieux s'acheter un pull à col roulé rouge qui donne bonne mine, mais enfin, chacun son truc. Mais c'est vrai que souvent, peut-être que les journaux sont... match d'avant n'aurait peut-être pas entraîné toutes ces opérations, et c'est vrai, on n'est pas exactement comme le modèle. Alors, je vais te donner tout de suite la parole, Noël. Il y avait une marque de produits de beauté qui s'appelait Body Shop, me semble-t-il, ça existe encore, qui avait comme slogan: il y a dans le monde 10 mannequins et nous sommes je ne sais combien de millions à utiliser ces produits. Pour bien faire la différence entre le fait que ces femmes de magazine
ça représente à l'échelle du monde peut-être, je sais pas, 100 personnes, et qu'il y avait des milliards de femmes qui effectivement utilisaient donc les fameux produits, et que c'était stupide de se comparer à elles. Et en vous écoutant, c'est vrai que ce slogan reprend tout. Alors vous vouliez rebondir, Noël, sur ce que rebondir sur quelque chose qu'a dit Christine, que je trouve très juste, c'est de dire rien n'est moins futile, en effet, que l'apparence. Et ça, je le crois très fort, et ça va peut-être même à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Mais je pense que quand on touche à la vérité, quand on est on dit à la fois la chose et son contraire, parce que la chose et son contraire sont vrais. Voilà. Rien n'est plus douloureux pour une femme, et ça je l'ai mesuré quand j'ai fait cette enquête, dans laquelle je suis partie avec des a priori plutôt jugements moraux comme ça, sur ces femmes qui ne supportent pas de vieillir, qui vont faire des liftings, mais c'est quoi cette histoire, etc. Puis je suis revenue de cette enquête au bout de 6 mois quand même, elle était très longue, avec un jugement très très différent. Je me suis rendu compte que, en effet, rien n'est plus douloureux psychiquement. C'est peut-être la douleur psychique la plus terrible qu'un sentiment dévalorisé de sa propre image. Moi, je crois que c'est autre chose. C'est non, en accord avec son âge. Oui, mais si on est en non, mais quelque chose qui ne va pas de son corps. Hein. Donc on voit des gens qui font des rhinoplasties, par exemple, à l'infini. Moi, j'ai vu un jeune homme qui était à sa 15e opération du nez. Et forcément, c'est plus son... On voyait, voilà, mais on voyait bien, si vous voulez, que cette quête du nez, c'était une quête qui était d'un autre ordre, qui était en fait une quête d'ordre psychique. Et je crois qu'il faut aussi s'entendre quand on parle de l'étoffe, des vêtements, de l'apparence, de tout ça, en se disant que cette apparence, c'est aussi de l'intériorité. Je veux dire, c'est aussi de l'âme. Il n'y a pas de corps qui soit séparé de l'âme. Et que, donc il faut vraiment nuancer tout ce qu'on dit, en tout cas sans doute pas de porter de jugements moraux, sur la manière dont on se débrouille avec ça, cette apparence si difficile, dont on a envie de jouer avec ça, etc. On a le droit de tout ça aussi. Simplement, on a le droit, si on reste conscient, que c'est là où ça doit être. C'est ça, Bien sûr. Non, parce qu'il y a deux discours là, qui sont tenus. Il y a un discours qui est, en gros, le discours, ce que disait Nietzsche, tout ce qui est profond aime le masque. Et c'est effectivement ce jeu, mais c'est un jeu conscient, enfin me semble-t-il. Et de l'autre côté, il y a la souffrance. C'est-à-dire, je suis le mouvement, il y a une injonction, et je suis pris dans cette injonction globale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans cette séduction, quelle est la part réelle de jeu? C'est-à-dire, je peux mettre des hauts talons, enfin pas moi, mais je peux aussi bon jouer à la séduction. Et qu'est-ce qui, derrière cette séduction, derrière ce jeu, est en accord avec une identité? C'est-à-dire, cette apparence, est-ce qu'elle est mon identité? Et cette séduction, c'est l'enjeu du film. Qu'est-ce qu'elle dévoile? C'est ça qui m'a intéressé. Pardon, mais moi je pense qu'aimer plaire, c'est préférer l'autre à soi-même. C'est donc se mettre forcément en danger. C'est vouloir tellement séduire l'autre qu'on s'en oublie. Par exemple, mettre des tenues inconfortables, des corsets qui vous serrent, des talons trop, des trucs comme ça. Votre confort est absolument pulvérisé de quête de l'amour de l'autre. Moi, je crois que c'est le contraire, peut-être. C'est s'aimer tellement soi-même qu'on en oublie l'autre. Oui, il doit y avoir les deux. À mon avis, il doit y avoir les deux. L'enjeu hystérique, on va dire, de la séduction me fait me séduire moi-même. C'est-à-dire que le parcours du narrateur dans le film, c'est de dire « j'ai été séduit par toutes ces images et où cette vérité peut-elle émerger, où est-elle ?» Mais regardez, si on prend une possibilité, mais moi je sens une espèce de perdition, on se perd dans cette quête de l'autre. Est-ce que selon vous, et je voulais en arriver là, la mode est capable de laminer l'imagination, ou au contraire, est-ce que la mode va générer l'imagination? Où est-ce que ça se positionne, Catherine? Depuis 2 jours, pardon, c'est les soldes. Vous avez vu? Alors, et donc, voilà, 2 jours, c'est les soldes. Est-ce que ça favorise l'imaginaire ou est-ce qu'au contraire, ça uniformise le mode de pensée? Je ne sais pas. Peut-être on peut dire, effectivement, quelqu'un peut s'habiller comme Bill Gates dans un magasin très cheap où on peut s'habiller chez Zara et ressembler à une princesse. On peut jouer avec les codes.
Effectivement. Si je puis me permettre, c'est exactement le thème de mon bouquin, mais sans vouloir... mais fashion, mode d'emploi, c'est entre autres choses comment le vêtement, ce que tu considères pas du tout frivole, et que je considère pas du tout frivole non plus, nous donne, malgré nous, une image et tient un discours qui fait qu'on vous décode en vous regardant, en regardant la couleur que vous avez, les cheveux, tout, le maquillage, les chaussures, le sac, des petits détails qui parlent à votre place. Et dans Fashion Mode d'Emploi, il y a entre autres un chapitre, si par goût vous êtes plutôt classique, vous êtes plutôt sophistiqué, vous êtes plutôt ultra-moderne, vous êtes plutôt romantique, etc. Et on s'amusait à faire des petites silhouettes en montrant en gros ce qu'on pouvait faire en restant dans son style à soi, ou en essayant de s'en trouver un, et en même temps en utilisant ce que nous réserve le marché. Donc ça, moi je suis à la fois très sociologique quand je regarde la mode, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est un langage, et en même temps, je trouve qu'il faut rester pratique, c'est-à-dire en avoir un maximum pour son argent, puisqu'on ne peut pas faire sans, et donc faire les soldes éventuellement, pas se tromper quand on va essayer de s'habiller chez Zara ou chez H&M, ou chez Dolce Gabbana ou chez Dior, et ça, c'est un savoir-faire, une éducation qui prend des années. Si on fait abstraction une fois pour toutes du fait que la fringue, c'est soi-disant frivole, c'est aussi quelque chose qui nous définit complètement. Donc, la mode, c'est ça, c'est notre image.